Mark Twain disait « L'art de la prophétie est extrêmement difficile, surtout en ce qui concerne l'avenir ». Vous en avez montré la difficulté. Cela me permet aussi de vous demander par avance votre indulgence pour les deux scénarios possibles que je vais évoquer pour l'évolution de nos métiers. L'agriculture, schématiquement, a été d'abord et uniquement influencée par le climat. Puis les cultures de vente se développant, l'économie et les variations de prix se sont superposées aux sécheresses et autres gels. La politique nationale puis européenne s'est emparée d'elle, le réglementaire a pris la suite et remarqué qu'aucun de ces nouveaux facteurs ne supprimait les autres. À chaque fois, l'agriculture a su s'adapter avec plus ou moins de rapidité. Aujourd'hui, l'ensemble de ces facteurs conditionnent le fonctionnement quotidien de nos exploitations agricoles et de nos entreprises. Mais vient se superposer un nouveau et puissant facteur, la volonté de la société de conduire directement l'agriculture dans telle ou telle direction. On n'est pas tellement capable de savoir si cette volonté est réelle ou si nos politiques, puissamment aidés dans cette tâche par les médias, ont fantasmé sur les désirs et les besoins d'un électorat majoritairement urbain. La puissance des arguments négatifs, matraqués jour après jour, a peut-être aussi conduit nos concitoyens à les persuader que c'était leur véritable volonté. Cette volonté a d'ailleurs été une véritable aubaine pour des médias préférant l'annonce de possibles catastrophes à celle des longs fleuves tranquilles. Rappelons-nous les articles anxiogènes annonçant des milliers de morts prévus pour la crise de la vache folle, ou plus récemment celle de H5N1, avec les résultats que vous connaissez. On pourrait même suspecter parfois, si ce n'est une connivence, au moins une grande complaisance entre pouvoir public et médias. Notre région est malheureusement mieux placée que d'autres pour le savoir. Quand des assertions inexactes jettent l'opprobre sur nos métiers et qu'aucun démenti officiel ne vient rectifier, on peut se souvenir de Beaumarchais ou de Sir Francis Bacon qui déjà disait « calomnier, calomnier, il en restera toujours quelque chose ». En parallèle, on peut déplorer le peu de cas accordés par ces mêmes médias à la découverte majeure des ciseaux génétiques guidés, CRISPR-Cas9, découverts par 2 chercheuses dont l'une est française. Découverte reconnue par d'innombrables récompenses pour la plupart étrangères, et en tout cas, de mon point de vue, pas assez reconnue dans notre pays. Notre agriculture, quelle que soit son orientation future, bénéficiera obligatoirement un jour ou l'autre de cette avancée capitale. Il est maintenant temps de se lancer dans l'exercice de la prospective. Une pessimiste et une optimiste, l'avenir sera forcément entre les deux. Il vaut mieux commencer par le scénario pessimiste, et pour l'écrire, il n'a pas été bien difficile de chercher les arguments, car beaucoup de vents contraires soufflent sur notre agriculture. Nos agriculteurs, pour vivre et obtenir un revenu, ont de tout temps cherché par la science et la technique à se mettre à l'abri des variations climatiques. Leurs solutions, difficilement obtenues et financées, comme la mécanisation, le drainage, l'irrigation, la génétique ou les pesticides, sont perçues aujourd'hui à minima comme des agressions envers la nature et à maxima comme des agressions envers les promeneurs ou les consommateurs. Leur volonté de se mettre si possible à l'abri des variations de prix en poussant les instruments de marché financiers comme le MATIF ont-elles été perçues comme une addiction à la spéculation. Rappelons-nous les cris lors de l'envolée des prix dus aux mauvaises récoltes de 2008-2009 et le silence assourdissant aujourd'hui alors que nos prix de céréales sont au plus bas. Il résulte de tout cela une volonté politique forte de réorientation de notre agriculture à travers un durcissement général des lois, règlements et autres normes qui freinent, ralentissent ou diminuent nos performances. Nos prouesses passées en matière d'exportation, que nous pensions utiles à la lutte contre le déficit de la balance commerciale extérieure, sont balayées d'un revers de main quand chaque Airbus vendu est applaudi des 2 mains. Sous ce régime de dénigrement perpétuel, de déversement incessant de normes restrictives, notre agriculture souffre de plus en plus. Les chiffres sont là pour le prouver et ils sont de plus en plus cruels, en particulier comparés à ceux de nos voisins proches. Dans cette optique, il est difficile de croire à un redressement économique rapide, apporté grâce au remède d'une agroécologie aux recettes peut-être prometteuses mais balbutiantes, ou à un développement massif du bio dont les prix et les débouchés ne résisteraient pas facilement à un accroissement des quantités mises sur le marché par les producteurs français, ou pire, à des importations frauduleuses. On peut en ce moment, et j'en ai fait l'expérience, trouver de magnifiques bananes bio dans les supermarchés, plus belles que les bananes conventionnelles,
qui, elles, comme vous le savez, sont toutes honteusement traitées. Ces bananes proviennent de République dominicaine et ne seraient bio que par la souplesse d'un règlement européen de soi-disant équivalence. Il suffit que ces bananes traitées avec des produits interdits en France depuis longtemps soient simplement considérées bio par le gouvernement dominicain. Une plainte a d'ailleurs été déposée par nos producteurs antillais qui souffrent de cette concurrence déloyale. La grande distribution amplifiera le phénomène et les perturbations, car souffrant de la guerre des prix, elle a choisi dans sa grande philanthropie de chevaucher cette vague du bio et du sans pesticides. Je ne peux d'ailleurs pas m'empêcher de faire un aparté sur le bio. La France aime à tout prix l'égalité et la justice et le montre à travers une multitude de protections et d'aides pour ses travailleurs et ses citoyens. Mais bizarrement, elle ferme les yeux sur les horaires ou les revenus de ses agriculteurs. Il est pour moi choquant de voir dans les médias des articles dithyrambiques mettant en avant des réussites bio, reposant sur des aides publiques importantes mais limitées dans le temps, des horaires de travail indécents malgré le recours au bénévolat de charmants woofers, et des revenus considérés comme suffisants alors que bizarrement, ils sont bien en dessous du SMIC. Si ce sacerdoce correspondant à un choix de vie est admirable, est-il juste et légitime de vouloir en faire de force, par médias interposés, un modèle pour l'avenir ? Cette même politique limitante pousse aussi nos scientifiques, nos semenciers, nos entrepreneurs à réorienter leurs compétences, leurs recherches, leur génétique et leurs capitaux vers d'autres pays qui en bénéficient avantageusement. Comme chacun le sait, les performances durables de la mer Noire ou de l'Amérique du Sud nous pénalisent de plus en plus, et si la récolte 2016 a été une parenthèse, 2017 pourrait nous le rappeler. Vous avez bien compris que dans ce triste scénario, l'agriculture n'est plus une chance pour la France. Que même si la volonté affichée est de satisfaire les consommateurs, il n'est pas garanti que les fortes perturbations engendrées les satisferont et que la chute des revenus agricoles ne sera sans doute pas enrayée. Ce n'est pas ce scénario que je souhaite à notre pays et à notre profession. On peut maintenant essayer de brosser un scénario plus positif. C'est avant tout une question de perspective, comme la bouteille à moitié pleine ou à moitié vide. En effet, les arguments sont finalement à peu près les mêmes. Agriculture respectueuse de l'environnement, production répondant aux attentes des consommateurs, etc. La différence se situerait dans une philosophie de travail qui passerait de la coercition à l'entraide, à l'apaisement et à la compréhension. Si les enquêtes montrent que majoritairement les Français aiment leurs agriculteurs, depuis le président Chirac qui était réputé aimer tâter le cul des vaches, nos politiques et nos médias semblent avoir perdu cet amour quand ce n'est pas devenu de la détestation. Ce dénigrement général entraîne inévitablement un raidissement perspective des acteurs respectifs. Un agriculteur constamment traité de pollueur ou de sadique envers ses animaux ne peut facilement aller dans le sens de ce qui lui est demandé. Au lieu de vouloir le contraindre, il serait plus judicieux de le comprendre et de l'aider. Pour effectuer ce virage difficile, les besoins en compétences, en formation et en capitaux seront d'autant plus immenses qu'on souhaitera une transition rapide. Où allons-nous les trouver si nous ne travaillons pas tous ensemble ? Nous allons avoir besoin de tout le monde. La tâche est d'ampleur pour pouvoir inventer ces nouvelles technologies à la place de celles qui ont mis des années à être validées. La mission de l'INRA ne devrait pas être d'essayer de démontrer difficilement la nocivité des pesticides, mais de travailler non seulement dans les laboratoires, mais aussi directement sur le terrain, en partenariat avec des agriculteurs et des techniciens agricoles, à essayer de trouver ces techniques alternatives crédibles. Les lycées agricoles pourraient alors vulgariser ces techniques si elles fonctionnent. Nos entreprises, au lieu d'être traitées en ennemis ou en frein au changement, pourraient voir leurs compétences agronomiques reconnues. Leur présence sur le terrain à travers un réseau irremplaçable de techniciens pourrait être mise à contribution pour mettre en avant et développer ces modèles d'autant plus facilement qu'ils fonctionneraient. Le numérique et les nouvelles technologies seraient forcément de la partie, à condition de ne pas en faire la seule panacée, de se les approprier et de ne pas les subir. Leur appropriation demandera d'ailleurs à notre profession de négociant encore plus de mutualisation. Il faudra aussi que le courant bio-intégriste, qui refuse l'appellation bio au hors-sol sans pesticides, puisque sous atmosphère contrôlée, ne vienne pas contrecarrer ces progrès technologiques, car les robots seront eux aussi, bien sûr, parmi les solutions. Un autre écueil sera à lever, c'est cette propension à considérer systématiquement que le petit est préférable au gros,
toutes les activités humaines, en se développant, se sont rationalisées, restructurées et leur taille a augmenté. Pourquoi être fier de ces champions Airbus ou Michelin et de le refuser en criant au scandale chaque fois qu'un agriculteur veut un temps soit peu se développer? On peut aimer le petit sans être obligé de crier sur le gros. Enfin, le pouvoir politique a bien sûr un rôle majeur pour notre avenir. La France est devenue le laboratoire écologique de l'Europe. Mais les risques économiques inhérents à toute expérimentation sont purement et simplement mis à l'unique charge des professionnels. Notre pays devrait au contraire travailler en harmonie avec ses voisins pour rétablir l'égalité des chances de nos filières agricoles. Notre ministère de l'Agriculture, qui vient de produire un rapport poussant le biocontrôle, reconnaît quand même que cette initiative est franco-française, qu'elle est encore unique en Europe et que celle-ci ne l'a même pas encore inscrit à son agenda. En contrepartie de la difficulté agronomique de cette transition, de cette exposition accrue aux risques économiques et sociaux, nos pouvoirs publics pourraient assouplir leurs politiques, accorder des délais et accompagner financièrement de la même manière que cela a été fait pour le bio. Si ces conditions étaient réunies, nous pourrions alors avoir une agriculture vraiment différente, sortir de la bagarre mondiale. On pourrait faire une comparaison avec la compétition qu'a menée Apple contre le monde des PC. Si les volumes restent du côté des PC, la valeur ajoutée est chez Apple, mais les deux cohabitent. Alors pour terminer, mon souhait sincère serait que nous essayions tous ensemble de pousser ce modèle qui referait de notre belle agriculture une véritable chance pour notre pays.